Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bonjour et bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef Hauts-de-France. Nouvel épisode aujourd'hui que nous allons consacrer à la montée en compétences des équipes dans un contexte d'hybridation. Pour cela, nous recevons Yann Regard, directeur des études de l'IRTS Hauts-de-France. Bonjour Yann et merci d'être présent parmi nous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, compléter cette courte présentation ? Bonjour, merci de m'accueillir. Yann Regard, directeur des études de l'IRTS Hauts-de-France. L'IRTS, c'est l'Institut régional de travail social. Et donc, nous nous appelons l'IRTS Hauts-de-France parce que depuis 1986, il y a un arrêté en France qui prévoit un institut de la branche présent sur chaque territoire, dans chaque région. Et donc, nous sommes celui des Hauts-de-France. Voilà. Et donc, nous accueillons à peu près 8000 étudiantes par an, 3800 du côté de la formation initiale, des niveaux 3 au niveau 7, et le reste des effectifs en formation continue tout au long de la vie. Pour préciser un petit peu les choses, peut-être est-il nécessaire que je me présente davantage. Donc, moi, j'ai une formation d'éducateur, d'abord de moniteur éducateur, puis d'éducateur spécialisé. Puis j'ai travaillé 11 ans dans le champ du travail social avant de basculer du côté obscur de la formation, n'est-ce pas ? Et mon approche, elle est éminemment pédagogique. Peut-on prendre quelques instants pour apporter un éclaircissement à propos de votre démarche ? Qu'est-ce qui a amené l'IRTS à s'engager dans un processus d'hybridation ? Le 20 août 2014, il y a eu dans le cadre de la réformation professionnelle un texte de loi qui a rendu la FOAD légitime, éligible et donc finançable, ce qui change complètement la donne. Et nous, en 2015, quand on a ce projet de faire du numérique, c'était pas prévu, mais finalement c'est bien tombé. On a eu de la chance, c'est ça que je veux dire. Tout ce projet a démarré à l'IRTS en me promenant dans la régie d'un amphithéâtre. Vous savez, la régie, c'est là où on projette les images, les lumières, où on règle toutes les caméras, les sons de micro. Et je vois un parterre d'étudiants avec beaucoup de personnes connectées sur les ordinateurs, tablettes. Je reconnais des personnes qui prennent des notes, d'autres qui sont sur leur messagerie, d'autres qui sont sur des écrans de messagerie, de réseaux sociaux, avec des écrans bleus que je ne citerai pas. Et puis, je vois une personne qui est le plus proche de moi à la régie, donc le plus loin de l'intervenante, qui joue au tarot. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, on passe à côté, parce que finalement, cette personne va aller sur le terrain et elle n'aura pas une formation complète. Il va lui manquer des éléments. Comment on peut faire autrement ? Comment on peut faire mieux ? Et moi, je suis travailleur social de formation et j'ai une sœur qui est en situation de handicap et qui est prise en charge sur le terrain. Donc j'ai jusqu'au bout des ongles ce souhait, ce désir profond de former des professionnels qui soient très compétents, qui soient opérationnels sur le terrain. Et je me dis, bon, cette étudiante, peut-être que si elle n'est pas intéressée, c'est parce que finalement le propos n'est peut-être pas intéressant ou peut-être qu'on n'est pas assez efficace, assez bon dans la manière de lui transmettre les éléments théoriques. Et à ce moment-là, je repense aux émissions que j'ai pu voir quand j'étais enfant, comme C'est pas sorcier. Et là, je me dis, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on arrive à des explicitations. Alors, bien sûr, sur une formation, quelle que soit sa durée, on ne peut jamais faire du 100% C'est pas sorcier, Jamie et Fred. Bien sûr que non. Mais il peut y avoir une hybridation, il peut y avoir une partie de la formation qu'on va essayer de rendre très attractive. C'est toute la question de l'ingénierie pédagogique où à un moment donné, on se dit mettons que le programme fasse 400 heures, et bien sur ces 400 heures, quelles sont les éléments incontournables, clés, majeurs, sur lesquels on veut, nous, pédagogues, insister pour être sûr qu'ils vont sur le terrain professionnel avec ces acquis. Et c'est là qu'on a travaillé la question d'un triptyque,
sur lequel on reviendra sans doute, qui s'appelle capter, ancrer, remédier. 1. Capter l'attention, donc motiver, accrocher l'apprenant ou l'apprenante. 2. Ancrer la mémoire, c'est-à-dire s'assurer que les éléments majeurs, il ou elle les aura bien acquis et retenus. Retenus pas simplement la semaine de la formation, mais 1 mois, 6 mois, 12 mois après. Et donc, il y a là les sciences cognitives et la neuropédagogie nous aident là-dessus et nous éclairent depuis l'arrivée de l'IRM dans les années 90, l'imagerie par résonance magnétique, et qui nous permet de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et puis, donc, capter, ancrer, le troisième mot-clé chez nous, c'est remédier, c'est-à-dire faire de la classe inversée. C'est-à-dire, si l'apprenant ou l'apprenante consulte de façon autonome des éléments de formation tout seul, chez lui, chez elle, eh bien, c'est un temps numéro 1, mais ce temps numéro 1 doit être suivi d'un temps numéro 2 en présentiel, avec les autres apprenants, et de façon collective. Le formateur, la formatrice peut reprendre les choses, les développer, et on dit souvent, ça permet de répondre aux questions que les apprenants se posent, plutôt que de donner des réponses à des questions qui ne se posent pas. J'ai entendu quelques expressions qui me sont familières et qui le sont forcément à celles et ceux qui vont nous écouter. Cela m'invite à vous demander comment la progression des équipes a été encadrée, comment elle a été accompagnée dans l'appréhension des compétences qui sont à mettre en œuvre pour scénariser une formation multimédia. Donc l'aventure, évidemment, a démarré avec quelques-uns qui étaient volontaires, et puis ça a disséminé, ça a finalement contaminé, si je puis dire, le reste de l'équipe pédagogique qui s'est dit « Ah bah tiens, un tel le fait, pourquoi pas moi ?» Vous voyez, au départ, il y avait cette pudeur ou cette inquiétude quand vous êtes formateur pendant 20-30 ans et que vous faites un cours entre 4 murs, vu et entendu par personne du reste de l'équipe pédagogique, vous êtes tranquille. Quand tout à coup vos cours vont être filmés, enregistrés et qui sont en ligne, ça peut faire peur, ça inquiète parce qu'on va être jugé, évalué par ses pairs qui vont voir enfin ce qu'on fait, comment on le dit, comment est-ce qu'on le présente. Donc il a fallu vraiment démystifier, accompagner, aider à scénariser, aider à écrire, parce que écrire un diaporama ou écrire un support qui va nous aider à délivrer un cours spontanément, oralement, en présentiel, c'est pas du tout la même chose que de faire un cours qui va être finalement diffusé, encore une fois, de façon complète, soit écrite, soit enregistrée, soit filmée, sur une plateforme. Donc 2015, quand on décide de former l'ensemble du personnel sur les 12 journées, on a un programme en 6 blocs. Le premier, c'est de les former à la scénarisation d'un format de formation hybride et à l'écriture de contenu compatible avec un format numérique distanciel. La deuxième partie, c'est de les former à la production de supports audiovisuels, qu'on appelle aussi des motion design. Où, a priori, on peut se dire « mais ça, c'est pas mon boulot d'enseignant, de prof, c'est des graphistes qui vont faire ça ». Effectivement, si on veut faire de la publicité avec des logiciels avancés, oui. Pour faire des cours, je dirais qu'à la limite, faire un diaporama relève un peu quasiment, nécessite le même type de compétences, puisque à un moment donné, on va venir y mettre du texte, mais aussi des illustrations, une manière de présenter, etc. Donc le motion design, aujourd'hui, les animations audiovisuelles, il y a des outils web qui fonctionnent très bien, qui sont très faciles. Et vous seriez étonné du fait que pour des formateurs, formatrices, enseignants, je dirais lambda, pas plus agiles que ça avec les outils numériques, eh bien ils peuvent être formés à ces outils en 2 heures de temps. Et ils vont se rendre compte que c'est pas la maîtrise de l'outil qui est compliquée, mais c'est plutôt d'avoir les bonnes idées derrière. Parce que finalement, faire un motion design, grosso modo, vous avez la même interface, le même visuel sur l'écran qu'un diaporama. Vous savez, vous avez les vignettes. À gauche, vous avez une colonne de toutes les vignettes et au centre, la vignette sur laquelle vous travaillez. Eh bien, un outil web de motion design, il en existe plusieurs. Eh bien, sur la droite, vous avez simplement des bibliothèques d'images
que vous allez pouvoir venir solliciter pour venir mettre ces images. Donc l'outil en tant que tel est tout à fait simple d'accès. Simplement, après, trouver les bonnes idées, comment je présente mon cours, par quoi je commence, etc. Comment je peux capter l'attention. C'est là que ça doit s'apprendre, c'est là qu'on doit monter en compétence, parce que pour le reste, c'est vraiment simple. Troisième bloc, se former à être filmé, c'est-à-dire posture devant caméra. C'est pas facile. Je parle pas de derrière caméra et de savoir comment filmer, cadrer, prendre le son. Non, je parle pour nos équipes pédagogiques de savoir prendre la parole, c'est-à-dire comment se tenir, où est-ce que je mets mes mains. On n'est pas tous à l'aise avec sa propre image, avec sa voix. Donc, c'est des choses qui s'apprennent pour que, du coup, on puisse enregistrer des interventions pédagogiques et les mettre en ligne, capitaliser ces interventions d'expertise pour se en servir les années suivantes. Dans ce même module de formation, nous avons inclus également le montage numérique, ce qui permet aux équipes pédagogiques de se préenregistrer, mais derrière de faire des montages efficients, complets, qui fait que le produit il est prêt à être mis en ligne. Le quatrième module de formation, c'est celui sur la visio. Ça n'est pas de la classe virtuelle, ça n'est pas de la visioconférence, c'est de la visioformation. Et si vous voulez, on a monté une douzaine de façons d'animer une visioformation. Je vais en illustrer, je vais prendre qu'un seul exemple, qui serait le suivant. Vous auriez finalement deux manières de faire, une qui ne serait pas la bonne et une seconde que nous recommanderions. La première serait de dire bonjour, donc c'est l'intervenante qui parle. Bonjour, je m'appelle Madame Dupont, on va se voir pendant 3 heures, je vais intervenir pendant 1 heure, après vous allez me poser la question. Et là, si je caricature, ceux qui sont à distance, ils coupent leur caméra, ils jouent à la console de jeu et ils écoutent que d'une oreille, voire pas du tout, et tout le monde est perdant. L'autre manière de faire, celle qu'on préconise et qui se scénarise et qui se prépare, serait la suivante, serait traduite par « Bonjour, je m'appelle Madame Dupont, on va se voir pendant 3 heures et je vais intervenir pendant 1 heure. Mais, et c'est là que tout change, on donne des consignes d'attention. Mais, je vais vous demander d'être très attentif et pendant mon intervention de noter 10 mots-clés. Et également, de préparer 2 questions. Et là, ça change tout, parce que finalement, vous donnez une consigne d'attention aux apprenants, qui ne vont pas être que dans la réception de quelque chose qui serait descendant, mais qui ont vraiment une consigne d'attention, et qui vont devoir mettre ces 10 mots-clés sur papier, et qui vont devoir préparer ces 2 questions. Et ça ne s'arrête pas là. Madame Dupont complète et dit « Chers apprenants, chères apprenantes, vous allez devoir préparer 10 mots-clés, vous allez préparer 2 questions, mais... Une fois que je serai intervenu pendant 1 heure, je vais m'absenter pendant 15 minutes. Et là, vous allez devoir vous mettre collectivement d'accord ensemble sur les mots-clés et sur les questions que vous allez me poser. Et là, vous créez du coup une synergie, vous leur demandez de se mettre d'accord collectivement ensuite. Donc, il va falloir qu'ils soient attentifs et ils vont tous intervenir après. Voilà, je m'arrête là sur l'exemple. Et des scénarios comme ça, on en a monté une douzaine, qui sont des boîtes à outils pour les équipes pédagogiques qui disent « Ah ok, d'accord, du coup j'ai ces modèles de référence-là et je sais comment je peux animer mes interventions en visioformation. » Parce que le contexte de crise sanitaire nous a tous rattrapés et comme on a été contraints de le faire journée après journée, il y a eu de la lassitude autant du côté des apprenants que des équipes pédagogiques. Donc il a fallu remettre vraiment du sens sur cette manière d'intervenir. Voilà pour le 4e module. Le 5e module, c'est savoir utiliser des LMS, Learning Management System. Donc, c'est ces plateformes numériques où on va déposer des contenus de formation. Parce que ces contenus vidéo, ces motion design, on ne peut pas les mettre sur un site internet. D'abord parce que RGPD, confidentialité des données, téléchargement intempestif, etc. Donc, partout dans le monde, les plateformes numériques d'apprentissage et de formation s'appellent des LMS, Learning Management System. Et ça s'improvise pas. Donc, il faut former les équipes à utiliser ces plateformes, à savoir naviguer, déposer des contenus, mais aussi interagir, c'est-à-dire animer des forums, faire de la modération, etc. Je précise que ce dernier aspect n'est pas obligatoire. On ne peut prendre une plateforme que pour y déposer des contenus. Mais si on veut aller au bout du bout, c'est bien de savoir animer, évidemment, un espace numérique de formation. Et enfin, le dernier bloc de formation, c'est celui sur la propriété intellectuelle. Nous avons sécurisé nos équipes pédagogiques et évidemment la direction
en étant, si je puis dire, ceinture, bretelle, parachute, avec la question des droits d'auteur et des droits à l'image, pour qu'il n'y ait pas d'impair qui soit commis. Hein. Je le disais, on ne met pas une vidéo qui vient d'Internet à disposition des apprenants comme ça, parce que ça revient à voler de la propriété intellectuelle qui ne nous appartient pas. Donc il faut avoir les droits d'auteur des contenus qu'on met à disposition de nos apprenants. Nous venons d'évoquer l'animation de formation à distance qui s'est évidemment grandement développée au cours des 2 années qui viennent de s'écouler. Depuis quelques années, et l'élan, bien sûr, depuis 2 ans, voire un petit peu plus, est également important, pour d'autres modalités, celles qui sont dites immersives. Est-ce que vous êtes engagé dans cette voie ? Quelles sont celles que vous envisagez de développer ? La première, c'est le jeu sérieux. La deuxième, c'est la réalité virtuelle. C'est-à-dire que numériser des contenus de formation, c'est effectivement la première étape. Et à ce moment-là, les étudiants consultent des contenus de formation et réalisent un certain nombre d'activités. Ce que viennent apporter le jeu sérieux et la réalité virtuelle, c'est vraiment beaucoup plus que cela. D'abord, une petite différence entre les deux. Dans un jeu sérieux, vous êtes spectateur d'une situation. Par exemple, vous avez un enfant autiste qui entre dans une classe, qui est accueilli par l'enseignant ou par l'enseignante, et l'enfant ne réagit pas bien, c'est son premier jour de cours, et puis finalement, l'enseignant lui a demandé de se mettre devant. Et c'était peut-être pas la meilleure place, ça l'a mis en difficulté, et du coup, le joueur qui est face à cette situation-là doit émettre un avis, une opinion sur ce qui aurait dû ou pu se passer. Donc, jeu sérieux, spectateur. Alors que réalité virtuelle, vous mettez des lunettes sur les yeux et là, vous n'êtes plus spectateur, vous êtes acteur. Et donc, ces deux modalités hybrides, là encore, complémentaires, qui viennent s'ajouter au présentiel et au distanciel, sont très intéressantes parce que quand vous êtes acteur, ça vous oblige, et ça oblige votre cerveau, finalement, à mémoriser des situations très proches du réel. Un apprenant ou une apprenante, dans la formation professionnelle, a toute une partie pratique de stage. Mais en stage, on ne peut pas vivre toutes les situations, c'est impossible. Et c'est là que la réalité virtuelle est intéressante parce qu'elle vient compléter la formation professionnelle. Et finalement, comme la personne est actrice, elle se retrouve face à quelqu'un qui est en difficulté. Par exemple, nous pourrions avoir une auxiliaire de vie qui est face à une personne âgée et elle doit l'aider à s'aliter. D'accord ? Donc on va être sur la question des gestes et postures. Comment ça va se traduire en cours ? Eh bien, l'étudiante met les lunettes virtuelles et face à cette situation d'une personne âgée qu'elle doit aider à s'aliter, tous les élèves, tous les apprenants, les étudiants qui sont en cours derrière elle voient ce qu'elle voit, voient la façon dont elle réagit, et du coup, ça dure 10-15 minutes. À l'issue de ça, l'étudiante remet les lunettes virtuelles sur la table et on en débat collectivement. Là, quand on s'est rendu compte qu'on pouvait faire ça, à l'IRTS, on s'est dit on voit tout à fait l'intérêt pédagogique pour venir compléter la formation des étudiants et faire en sorte qu'ils aient des situations professionnelles complémentaires face à eux. Encore une fois, pour que vraiment il y ait un ancrage mémoriel qu'ils n'auraient pas pu avoir avec des terrains de stage qui, évidemment, ne peuvent jamais tout apporter. Donc voilà un petit peu les deux dimensions qu'on a commencé à développer, mais qu'on va développer davantage. Bien sûr, on a démarré par toute la dimension un peu théorique. Aujourd'hui, on a 90 modules qui ont une durée entre 3 heures et 7 heures de formation chacun. Mais on va aller sur cette dimension, alors qu'on dit ludique, mais encore une fois, elle est plutôt andragogique parce que vraiment, elle permet des ancrages que la formation théorique ne permet pas du tout. Restons encore un petit peu sur la réalité virtuelle parce que c'est un exemple extrêmement intéressant. L'immersion et la présence sont deux des manifestations qui se produisent lors d'une expérience de réalité virtuelle, lorsqu'on participe à une expérience de réalité virtuelle. On est au-delà de l'écriture de contenu multimédia de formation comme on le connaît jusqu'à présent. La réalité virtuelle nous impose, pour ainsi dire, d'écrire des contenus multimédia que l'on dit à vivre, tant ces manifestations dont j'ai parlé, d'immersion et de présence, sont importantes pour ce type de contenu. Vous voyez donc venir ma question. En termes de compétences, comment vous dirigez-vous vers ces modalités-là de formation ?
Alors, l'IRTS Hauts-de-France, après avoir formé l'ensemble de son personnel, a créé un service qui est devenu progressivement une marque qui s'appelle Challenge, HDF, Hauts-de-France donc, dans lequel on retrouve une équipe composée de formateurs, d'actrices. On respecte toujours la parité, évidemment, pour les interventions qui sont audiovisuelles. Nous avons des graphistes et motion designers et nous avons des informaticiens, techniciens qui nous permettent d'aller justement sur la dimension des jeux sérieux et de la réalité virtuelle. Nous avons également des documentalistes qui viennent nous aider à élaborer toutes les ressources complémentaires de tous nos modules de formation. Donc on a à peu près 8 à 10 personnes dans ce service et qui travaillent donc pour Challenge, tant à l'IRTS pour l'interne que pour des prestations extérieures pour les organismes qui voudraient faire des modules numériques de formation. Dans une visée effectivement de produire des jeux sérieux et de la réalité virtuelle, je dirais il faut à peu près 3 profils. Le premier profil, c'est celui de du scénariste. Et j'insiste là-dessus parce que souvent on se dit il suffit de faire de la technique et de faire du numérique et de faire de la réalité virtuelle. Non, ça se scénarise et ça s'emboîte, ça s'articule avec tout le reste. Donc, pour faire du jeu sérieux et de la réalité virtuelle, il faut un premier profil de scénarisation. Il faut un deuxième profil qui va faire de l'écriture, parce qu'alors là, il y a l'écriture non seulement du scénario du jeu sérieux, mais également de tous les dialogues qui vont derrière, parce que vous savez que dans un jeu, en fonction de la réponse, finalement, vous êtes un petit peu le héros de votre propre histoire et de des propres réponses que vous mettez en œuvre dans le jeu. Et en fonction de ces réponses, vous allez prendre un chemin très différent d'un autre joueur, d'une autre joueuse. Donc, 1 scénariste, 2 auteurs, écrivains, écrivaines des dialogues, des textes, et puis 3 techniciens, parce qu'effectivement, une fois qu'on a rédigé tout ça, il faut passer à la médiatisation, à la création graphique de l'interface, mais aussi des différentes scénettes. Voilà un petit peu les compétences nécessaires pour ces nouveaux produits. Alors après, à l'IRTS et avec Challenge Hauts-de-France, on a un petit quart d'heure d'avance, certes, mais moi je ne me fais pas d'illusions, on est d'ores et déjà rattrapé par les jeunes équipes pédagogiques, les jeunes qu'on recrute et qui viennent avec plein de compétences, y compris avec leur smartphone, et qui font des montages en 2 coups de cuillère à peau, qui se filment très très facilement. Donc il faut rester très humble par rapport à tout ça et se dire qu'on a intérêt à le faire collectivement. Si on se dit qu'on prend quelques geeks dans nos équipes pédagogiques qui contamineront les autres, ça a ses limites. Il vaut mieux vraiment se dire qu'on y va tous ensemble et qu'on a même intérêt à le faire entre organismes de formation. Ce serait un peu dommage que quelqu'un qui travaille la dimension de la communication professionnelle le fasse tout seul, alors que dans plein d'autres formations, la communication est tout aussi importante. Moi, je suis plutôt favorable à un échange d'expertise et un enrichissement mutuel, plutôt qu'on recrée la poudre chacun de notre côté. Eh bien, il me semble que nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti pour cet épisode. Il va me rester à vous remercier, Yann Regard, vous remercier de votre présence, de votre participation et de votre témoignage. Le podcast sera bien entendu en écoute sur le site internet du C2RP, bien sûr sur les plateformes d'écoute de podcast, tout autant que les épisodes qui ont déjà été publiés. Je vous remercie et à bientôt. Merci à vous. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.